Salut à tous, c'est Baptiste et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du Podcyclette, le podcast consacré au cyclisme sur route. Et cet épisode sera probablement une chronique un peu plus courte que celle que j'ai pu vous faire sur les premières courses de la saison, puisque j'aimerais vous parler rapidement de Gand-Wevelgem et de l'E3. Donc c'est les deux courses flandriennes qui se tiendront cette semaine. Tout d'abord l'E3 qui sera ce vendredi et ensuite Gand-Wevelgem qui sera ce dimanche. Euh, En fait, il n'y a pas vraiment la matière pour en faire une preview complète parce que la start list vient d'être changée. Je suis en train d'enregistrer ce mercredi, le 26 mars donc, et Tadej Pogacar vient d'annoncer qu'il allait participer à Paris-Roubaix et donc qu'il se retirait de l'E3 et de Gand-Wevelgem où il était prévu qu'il court cette semaine. Donc ce qui fait que ça chamboule un peu la start list, ça chamboule les codes pour les bookmakers. Bref, on n'aura pas le temps de se poser totalement sur ces deux courses-ci. En plus, elles s'enchaînent assez rapidement. Et je me disais que c'était intéressant de faire un petit épisode assez court. On allait parler rapidement de ces deux courses-là qui sont quand même très intéressantes. Moi, c'est vraiment une de mes semaines préférées de la saison, cette semaine-ci, avec l'enchaînement. Bon, il y a aussi Bruges-Dupan le mercredi. C'est un peu moins intéressant. Il y a le Tour de Catalogne en parallèle. Mais surtout, là, ce vendredi et ce dimanche, c'est vraiment deux courses flandriennes pur jus qui sont différentes, mais vraiment aussi intéressantes l'une que l'autre. Donc on va commencer rapidement avec en parlant de l'E3. Donc l'E3 tout d'abord, qu'est-ce que c'est? C'est une course de 207 km entre Harelbeke et Harelbeke en Belgique, qui est très connue pour être la répétition générale du Tour des Flandres. C'est ce que beaucoup de gens disent, puisqu'en effet, l'E3 c'est une course qui passe par 17 montées, dont pas mal sont empruntées par le Tour des Flandres. Évidemment, c'est une version plus courte, puisque c'est seulement 207 km. On n'est pas sur les longueurs d'un monument. Mais ça permet d'avoir des repérages sur, les secteurs, pavés qui seront empruntés, pardon, pendant le Tour des Flandres. Surtout, ça permet d'avoir une course très, très, très explosive, spectaculaire et où on peut voir les états de forme des différents favoris pour le Tour des Flandres, donc 10 jours avant, à peu près. Puisque je le rappelle, le Tour des Flandres, c'est dimanche, le premier dimanche d'avril cette année, donc le 6 avril. Pour le 3, donc, on va parler rapidement quand même des secteurs pavés. Donc il y a 17 côtes qui sont représentées, il y en a pas mal qui sont en pavé. Euh, il y en a qui sont très connus, Canariberg, etc. Bref, ça c'est une côte qui est empruntée dès le début, mais après on va plutôt se concentrer sur les côtes qui sont plutôt vers la fin. Donc souvent c'est des trucs qui font à peu près 1 km avec des pentes moyennes qui sont aux alentours de 7 et parfois 10%, même 12% pour le Paterberg et donc qui permettent de faire la différence, surtout quand c'est des côtes qui sont pavées, ce qui rajoute un peu de difficulté sur le parcours. Bref, donc je le disais, pour le 3, on passe par le Canaryberg, etc. On passe par le Taillenberg aussi, qui est connu, qui est peut-être un peu trop loin de l'arrivée, puisqu'on le rappelle, la course fait quand même 207 km. On commence dans le dur avec Leikengerg, qui est au kilomètre 140, donc à 70 km de l'arrivée. Stationberg, Kapelberg. Kapelberg, toujours des très belles images aussi. Donc pareil, avec des pentes maximales dans ces côtes-là qui sont souvent autour de 10%. Et puis il y a l'enchaînement final, où se fait souvent la décision, qui est Paterberg-Vieux-Quarmont. Donc c'est dans l'ordre inverse de ce qui se passe sur le Tour des Flandres. D'abord le Paterberg. Donc le Paterberg, on rappelle, c'est seulement 400 mètres d'ascension, mais c'est une pente moyenne à 13%. Ça monte jusqu'à 20% à certains endroits, c'est totalement fou. Et ensuite le Vieux-Quarmont, qui lui est beaucoup plus long, qui fait plus de 2 kilomètres avec une pente moyenne qui est à 4%, mais en fait c'est par étape. On a une pente maximale qui est à 11%, c'est souvent là que Tadej Pogacar essaye d'attaquer sur le Tour des Flandres, et qui est vraiment un effort très long et très dur. Ensuite, il y aura aussi la Karnemelbeekstraat, qui est pas pavée, je crois, si je dis pas de bêtises, qui est l'avant-dernière côte de ce parcours, qui a des pourcentages qui avoisinent les 18%. Je crois qu'on est à peu près sur 10% de moyenne sur 600-700 mètres, donc là c'est assez dur. Ça permet aussi de sortir, et on finit avec le Tigenberg. Mais la petite différence quand même avec le Tour des Flandres, c'est que en termes d'orgas, c'est un peu moins carré. Et parfois, on n'a pas des barrières tout du long sur les secteurs pavés. Notamment, je pense au Paterberg, où vous savez, sur le Tour des Flandres, il y a une petite gouliche, là, comme dirait Steve Chenel, sur le côté du Paterberg, qui est en bitume et qui permet d'éviter les pavés. Et en général, sur le 3, il n'y a pas de barrière qui empêche d'aller sur cette gouliche en bitume et donc qui permet d'esquiver le pavé, alors que c'est le cas sur le Tour des Flandres, par exemple. Pareil, le vieux Quarmont, c'est un peu moins balisé, donc il y a peut-être moyen de gratter un petit peu de bande roulante sur le côté. Donc, ce qui fait que c'est un petit peu moins dur que les vraies côtes dans les conditions réelles du Tour des Flandres.
À noter que l'E3 l'an dernier, on va quand même parler rapidement de ce qui s'y était passé, c'était Mathieu Van Der Poel qui avait remporté en solitaire cette course. C'était une course assez dantesque. On avait donc un beau duel avec Wout van Aert, ça sera aussi le cas cette année. Sauf que Mathieu Van Der Poel s'était un peu imposé, pardon, seul en solitaire, avec 1 minute 30 d'avance sur Jasper Stuyven. Et donc il y avait Van Aert qui avait fait troisième à ce moment-là, à 1,34. C'était les prémices du déclin, on va dire. Non, c'était juste avant la travers la Flandre où Van Aert était tombé. Et là, il était déjà tombé, ou Van Aert. C'était dans le Paterberg, justement. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Sur le 3, il n'y a pas de barrière sur le côté, donc on peut emprunter la petite bande roulante qui esquive les pavés. Et c'est ce que Van Aert avait fait sur le 3 l'an dernier. Et il avait voulu doubler, je crois que c'était Stefan Kuhn, je sais plus qui était juste devant lui, parce qu'il y avait Mathieu Van Der Poel qui était en train d'attaquer dans le Paterberg. Et donc il a dû passer de la bande roulante de bitume au pavé, et en passant de l'un à l'autre, il était tombé, Wout van Aert, et donc ça lui avait fait reprendre 20 ou 30 positions dans la gueule, et il avait pris 20 secondes de retard sur Mathieu Van Der Poel au sommet du Paterberg. Et à partir de ce moment-là, c'était un mano-mano entre les deux, qui était assez impressionnant, qui avait quand même au fur et à mesure tourné à l'avantage de Mathieu Van Der Poel. En plus, il me semble qu'il avait commencé à pleuvoir, c'est des conditions difficiles. Et finalement, Van Aert avait été un peu lessivé par la machine Van Der Poel. Van Der Poel s'était ins- imposé, pardon, j'ai pas réussi à le dire, en solitaire. Et il y avait un groupe derrière, dans lequel faisait notamment partie Jasper Stuyven, qui était revenu sur Van Aert et qui l'avait déposé dans le final. Donc c'était Van Der Poel qui avait gagné en solitaire devant Stuyven, Van Aert, Wellens, Jorgensen, Narvaez, Politt, Skuins, enfin bref, c'est vraiment que des gros noms. Ce qui montre vraiment que l'E3, c'est une course qui est très sélective. Et ça sera encore le cas cette année. Et on devrait encore avoir un duel entre Mathieu Van Der Poel et Wout van Aert. Donc là, on va parler rapidement des engagés sur cette course-là. Normalement, c'est les engagés à peu près définitifs. Donc je le disais ce matin, il y a Tadej Pogacar qui s'est désengagé de la course. Mais bon, c'est soumis à d'éventuelles variations. Et donc, on va pas parler des cotes. On va juste parler assez rapidement des coureurs. Donc, évidemment, le grand favori, ça sera Mathieu Van Der Poel. Il y aura une équipe qui lui sera consacrée à 100%, même si honnêtement, je suis pas sûr qu'il en ait tant besoin que ça. Donc, évidemment, c'est Mathieu Van Der Poel, c'est le coureur parfait sur une classique flandrienne. Donc là, l'E3, c'est vraiment une course qui sied vraiment à ses qualités. Évidemment, peut-être un peu court, parce que lui, il aime bien les monuments, mais ça lui posera pas trop de problèmes. Et puis quand il va envoyer les watts dans les différentes montées pavées, ça devrait le faire. Ah oui, à noter aussi, j'ai pas parlé de la météo, mais a priori, vendredi, sur le 3, il devrait pas pleuvoir, il devrait faire 10-15 degrés, donc plutôt chaud. Un petit peu de vent. On commence à avoir un week-end qui sera a priori venteux, mais vendredi, ça devrait encore le faire. Donc vendredi, vent à surveiller, mais pour l'instant, ne devrait pas jouer un rôle trop prépondérant. Ça sera pas pareil sur Grand Wevelgem, on en parlera juste après. Et donc, en termes de scénario de course, évidemment, Van Der Poel va attaquer. Alors, difficile de dire où ça sera. Évidemment, il devrait attaquer dans l'enchaînement Paterberg-Vieux-Quarmont, mais peut-être qu'il se sera déjà isolé à l'avant précédemment. Le Paterberg, c'est quand même à 50 km de l'arrivée à peu près, donc c'est pas impossible que Mathieu Van Der Poel attende le Paterberg pour attaquer. Et évidemment, sur l'enchaînement Paterberg-Vieux-Quarmont, il peut mettre tout le monde à l'amende. Ça pourrait lui suffire pour s'isoler. Et après, on connaît les courses flandriennes, hein. Après, tout le monde est à bout. C'est assez difficile de s'organiser derrière. Souvent, on n'a plus d'équipiers. Donc, bon, si Mathieu Van Der Poel prend un peu d'avance, on est quasiment certain qu'il va finir et aller jusqu'au bout. Et son principal rival, ça sera Wout van Aert, ou plutôt, je dirais, la Visma Leasebike. Parce que la Visma Leasebike vient a priori avec une très très grosse équipe sur le 3. Ils n'ont pas de coureur aussi fort que Mathieu Van Der Poel, mais ils ont beaucoup de mecs à un très haut niveau. Donc Van Aert évidemment, Tige Benoot, Matteo Jorgensen. Ah, dans un second rideau, je dirais Dylan Van Baarle. Dylan Van Baarle, dans ses grandes années, c'est quelqu'un qui peut faire des très grosses choses sur cette course-là, mais là, ça fait un an que c'est un peu difficile pour Dylan Van Baarle. Et après, des gros équipiers, Tosh Van Der Sande, Edouard Dauphiny, Perstrand Hagenes, bref, ça va être du très très lourd. Si on regarde leurs résultats respectifs, Van Aert, il fait un début de saison très mitigé. Il a toujours pas gagné. Sur le Het Nieuwsblad, il n'a pas réussi à vraiment s'imposer, je veux dire physiquement. Là, ça sera sa première vraie flandrienne. Il n'a pas fait Milan-San Remo, il a fait l'impasse dessus. Et ensuite, il va enchaîner tout le bloc E3 jusqu'à l'Amstel, donc avec toutes les flandriennes entre deux. Et puis,
Flèche-Brabançonne plus Amstel pour le côté un peu plus ardennaise. Sur le 3, Van Aert, il avait gagné évidemment en 2023. On se souvient, donc c'était un sprint à 3 devant Van Der Poel et puis Pogačar, c'était vraiment une course magnifique. En 2022, bah, je pense, si je dis pas de conneries, c'était en duo avec Christophe Laporte. L'an dernier, il fait troisième, mais il était tombé, on se souvient. Donc évidemment, c'est un parcours qui lui convient super bien à Van Aert. Ceci dit, moi j'ai vraiment très peur pour l'état de forme global de Van Aert. J'ai l'impression qu'il est quand même un petit peu sur le déclin depuis un an ou deux. Bon, là, ça sera le premier vrai test pour Wout van Aert sur sa saison de route. Moi, j'espère vraiment qu'il va marcher fort, parce que j'aimerais bien avoir un beau duel avec Mathieu Van Der Poel, mais on verra. On verra ce qu'il en sera. Après, comme je le disais, Van Aert, il aura des très gros équipiers pour l'entourer, notamment Matteo Jorgensen, qui lui, par contre, fait un début de saison très très chaud. Sur Paris-Nice, il était un ton au-dessus de tout le monde, il n'y avait rien à dire. Bon, il avait déjà gagné l'an dernier, évidemment, mais en général, il performe aussi sur les classiques flandriennes. Il a un peu de mal avec les courses qui sont trop longues. Ça tombe bien parce que le 3, c'est pas trop long, c'est 207 km. En 2025, l'an dernier, 24, pardon, l'an dernier, il fait cinquième et il fait quatrième en 2023. Donc vraiment, course qui lui convient à merveille. Il progresse encore, donc je pense que ça sera un élément très important. Je pense que ça sera le co-leader, même, je dirais, quasiment de la Visma Lease Bike. Ça m'étonnerait pas qu'on joue les deux cartes à la fois. Bon, après, si Van Der Poel attaque, ça sera chacun pour sa peau, mais voilà. Il y aura aussi Tish Benoot qui sera là. Tish Benoot qui sera plus un équipier, hein, clairement, qu'un vrai leader. On sait que c'est un coureur qui est très bon sur les classiques flandriennes. Il a déjà fait 3 fois le top 10 sur cette course-là, donc ça sera un équipier très, très précieux. Pas sûr qu'on l'envoie à l'avant, hein. Je pense que ça sera vraiment un double leadership entre Van Aert et Jorgensen, mais en tout cas, ça sera un très bon équipier. Tish Benoot qui devrait rester très loin dans la course. Et puis l'énigme, je le disais, Dylan Van Baarle. Début de saison catastrophique, saison 2024 catastrophique. Pourtant, par exemple, en 2022, il fait huitième, en 2021, il fait septième, 2017, il fait neuvième. C'est un très grand Flandrien, pardon, Dylan Van Baarle, quand il est en forme. On sait que là, chez la Visma Lease the Bike, on a pas mal de problèmes cette année entre Christophe Laporte qui sera pas présent, Christophe Laporte qui souffre j'ai oublié le nom, cigalovirus, je sais plus exactement. Bref, Laporte qui va louper toute la saison de classique, donc ça c'est vraiment un gros crève-cœur pour nous les Français. Van Baarle qui est hors de forme depuis des mois, des années même. Ken Uijtdebroeks qui est vraiment pas bien aussi. Donc en ce moment, chez la Visma Lease Bike, c'est pas la grande joie. Enfin bon, ils ont des coureurs, Matthew Brennan par exemple, qui est en train de briller sur le Tour de Catalogne, mais leur leader historique des Flandriennes, là, c'est pas la grande joie. Ken Uijtdebroeks non plus, donc voilà. Donc quelle sera la stratégie de la Visma Lease Bike? Je pense que ils peuvent essayer de jouer un peu sur la double stratégie Jorgensen-Van Aert, mais ça serait bien qu'il y en ait un qui parte en éclaireur avant que Van Der Poel attaque. Parce que quand Van Der Poel attaquera, là, il y aura plus de stratégie, ça sera on essaie de le suivre quoi qu'il en coûte, et on fait le point à 30 km de l'arrivée, une fois que les difficultés sont passées, pour voir qui est encore là. Mais ça serait peut-être bien d'avoir un coureur en éclaireur pour avoir un peu un temps d'avance sur l'attaque de Van Der Poel, se faire reprendre dans le final par Mathieu Van Der Poel, et puis pouvoir jouer. Après, là, il y a quand même, sur la fin du GPE3, il y a quand même, je sais pas, je dirais 20 km, peut-être même un petit peu plus, où c'est du plat. Donc là, il y a moyen de jouer stratégique. C'est ça aussi qui est super intéressant sur les courses flandriennes, c'est que quand il y a du plat sur la fin et que vous êtes 4-5 coureurs qui sont bien cuits, là ça commence à jouer stratégie. Et donc peut-être que si on a une carte à l'avant, ça sera l'occasion de se faire récupérer par Mathieu Van Der Poel et d'essayer de le battre soit au sprint, soit de jouer un petit coup tactique dans le final, en fonction de combien on est. Mais bon, ça sera surtout vraiment, je pense, un révélateur de la forme de Wout van Aert, ce GPE3. Ça sera le principal élément à regarder sur la Visma Lease Bike. Je parle rapidement de la UAE, parce que la UAE devait partir avec Tadej Pogacar, évidemment, mais il n'est pas là. Donc ça sera quand même une belle équipe. Il y aura Nils Politt, Tim Wellens, Morgado qui sera là aussi. Donc ça c'est, je pense, les principaux leaders sur l'E3. Ce ne sera pas les mêmes sur le Grand Wevelgem, évidemment, mais sur l'E3, peut-être que c'est un peu trop dur pour Nils Politt. L'an dernier, il fait quand même septième, on en a parlé. Mais ça monte, ça monte. Lui, Nils Politt, il sera peut-être plutôt à l'ouvrage sur Paris-Roubaix. Bon, malheureusement pour lui, cette année, il sera pas leader puisqu'il y aura Tadej Pogacar. Mais carte à surveiller, vraiment Nils Politt. On verra ce qu'il fait. Là, en ce début de saison, il n'a pas encore eu trop l'occasion de briller. Après, on le sait, sa période phare, c'est vraiment les classiques. Donc,
Ça sera intéressant de voir ce qu'il va faire. Tim Wellens, bon bah Tim Wellens, on a vu qu'il était très très chaud en ce début de saison. Sur les Strade Bianche, là où il va chercher la troisième place, il était vraiment très en forme. Donc je me fais pas de soucis pour lui. Évidemment, c'est une course qui lui convient. On verra comment il fait dans un rôle de leader, parce que ça sera différent de quand il a Pogačar. L'an dernier, il était leader, il fait quatrième. Donc ça sera aussi un gros concurrent pour le podium. Pour la victoire, si jamais il y a un marquage à un moment entre les Alpecin et les Visma, pourquoi pas? Enfin, entre les Alpecin, entre Van Der Poel et les Visma, peut-être qu'il pourrait tirer sa chance, mais j'ai un peu du mal à y croire. En tout cas, UAE, c'est gros candidat pour le podium quand même. On a Antonio Morgado, qui avait fait un gros début de saison, mais c'était janvier-février. Là, on est déjà à fin mars. Je sais pas trop comment il est, dans quel état il est depuis. Il a jamais encore performé sur le 3, donc moi, ça sera un petit coureur à surveiller. Dans ceux qui peuvent briller aussi, je vais les citer assez rapidement, mais Intermarché sera autour de Binyam Girmay. Girmay, lui, ça sera plutôt le dimanche qui va briller, hein, sur Gand-Wevelgem, on va pas se mentir. Mais là, il y a moyen d'aller chercher un beau résultat pour Binyam sur le 3 en s'accrochant, en réglant au sprint un groupe de poursuivants. Donc un top 10 peut être envisageable, peut-être pour Binyam Girmay. Euh, Ensuite, la Bahreïn qui sera autour de Matej Mohoric et Fred Wright. Fred Wright, un peu compliqué ces derniers temps, je pense. Donc il a quand même fait 10e de Milan-San Remo, mais c'était dans le gros groupe qui s'est joué la gagne derrière qui s'est joué pardon, les places d'honneur derrière les premiers. Donc je sais pas si ça compte vraiment, pour être honnête. Donc on verra, mais ça sera peut-être plutôt pour Matej Mohoric. Matej Mohoric, on le rappelle, qui n'a rien fait en ce début de saison. Centième de Milan-Remo, San Remo, c'est chaud quand même. Alors que pour un ancien vainqueur, je sais pas s'il est en forme. Mais s'il est en forme, il peut jouer le top 10, mais ça sera aussi là l'occasion de voir s'il est prêt pour cette saison des classiques. J'ai très envie de parler de la Red Bull Bora, parce qu'il y aura les frères Van Dijk, qui sont super intéressants. Il y aura Oyer Lescano, Lorenz Pitti. Donc là, je suis pas sûr qu'il y ait une stratégie déjà définie, en tout cas pas sur le 3. Oyer Lescano, je l'adore. J'en ai déjà parlé beaucoup l'an dernier, je l'adore. Mais cette saison, là, début de saison un peu poussif. Donc on verra s'il a les moyens de faire quelque chose d'assez fort. Et puis Lorenz Pitti, c'est pareil. Lorenz Pitti, début de saison compliqué, compliqué. Après, il fait quand même 48e de Milan-San Remo, alors qu'on se rappelle, il a eu un problème mécanique, si je dis pas de bêtises, juste avant la Cipressa. Et finalement, il finit donc dans un groupe à 1,29, ce qui est pas trop mal. Donc peut-être que ça témoigne d'un bon état de forme, mais Lorenz Pitti à surveiller pour cette E3. On en reparlera encore plus, je pense, pour Gand-Wevelgem. Il me semble que c'est sa première participation à l'E3, mais ça sera intéressant de voir ce qu'il va faire Lorenz Pitti sur cette course-là. Donc vraiment la Red Bull Bora, grosse équipe, il faudra surveiller ce qu'ils vont faire. Je parle très très rapidement de la Décathlon AG2R, parce que il y a Pierre Gautra, Oliver Nassen, Dries de Bondt, et je pense pas qu'ils vont aller accrocher un beau résultat. Au contraire, euh, de la Groupama FDJ. Groupama FDJ, toujours un bel effectif sur les Flandriennes. Là, il y a Johan Jacobs qui est venu les renforcer, mais là, entre Valentin Madouas et Stefan Kung, ça promet du lourd. Stefan Kung, sur Paris-Nice, il a fait plutôt des bons résultats. Après, on sait que son gros objectif de la saison, c'est ses Flandriennes, le Tour des Flandres, mais surtout Paris-Roubaix. L'an dernier, il fait 16e, mais par le passé, il a déjà fait 3e en 2022. Je crois que c'était derrière le duo Laporte-Van Aert. Et 6e en 2023. Donc Stefan Kung, il aime pas trop quand ça monte parce qu'il est très lourd. Mais là, ça peut être l'occasion d'aller chercher un beau résultat. Et puis Valentin Madouas, évidemment. Madouas sur le 3, c'est deux top 10 en 2022 et en 2023. Donc c'est très probablement notre meilleure chance française pour aller accrocher un top 10 cette année. En revanche, début de saison compliqué pour Valentin Madouas. Il a rien fait, hein, tout simplement. Présent acteur sur aucune des courses auxquelles il a participé. Ceci dit, je crois que c'était à peu près pareil l'an dernier aussi. Donc il avait rien fait de grand-chose avant de faire une belle campagne de classique quand même, où il avait fait 6e de l'Amstel par exemple. Donc on va pas l'enterrer tout de suite, Valentin Madouas, mais on verra son état de forme. C'est toujours un homme qui est sur courant alternatif, on va dire. Là, on a deux très beaux collectifs qui arrivent, c'est la Ineos Grenadier, la Lidl Trek. Ineos Grenadier autour de Filippo Ganna. Filippo Ganna qui a montré qu'il était très très chaud sur Milan-San Remo. Je pense que lui, son vrai objectif, évidemment, c'est Paris-Roubaix.
Mais là, ça sera déjà l'occasion de voir comment il marche sur l'E3. Il fait aussi Gand-Wevelgem. A priori, il fait pas le Tour des Flandres. Donc on le rappelle, deuxième de Milan-San Remo cette année, Filippo Ganna. Il fait dixième de l'E3 en 2023. C'est peut-être un peu trop dur l'E3 pour lui. On verra si sur Gand-Wevelgem, il aura peut-être plus de chances de jouer sa carte. Mais belle équipe quand même, la Ineos. Avec Joshua Tarling aussi. Tarling qui a fait un bon début de saison aussi. On l'a vu sur le Tour de l'UAE où il était vraiment pas mal. Il a été leader en gagnant le chrono, ce genre de choses. Il a plutôt bien résisté dans les montées. Donc c'est vraiment un coureur qui est en train de se forger, Joshua Tarling. Il a fait un beau Paris-Nice également. Euh, sur le 3, là, ça monte peut-être un peu trop aussi pour lui. À l'instar de Ghana, pour l'instant, il sera peut-être plutôt tourné vers des courses comme Paris-Roubaix. Quoique sur Grand VLGM, il peut aussi faire des belles choses. Mais donc, intéressant. Intéressant vraiment le collectif de la Ineos. Tout aussi intéressant que Lidl Trek. Alors, Lidl Trek sera autour de Mats Pedersen, évidemment. Il y aura aussi Jasper Stuyven qui sera présent, Tom Skuins, Matthias Vacek. Donc, ça fait beaucoup de très belles cartes. Peut-être le troisième collectif, même derrière Alpecin et puis Visma. Donc, le leader, ça sera évidemment Mats Pedersen. Mats Pedersen qui a fait un gros début de saison, mais qui fait un Milan-San Remo un peu décevant. On l'a pas trop vu, on l'a vu craquer assez rapidement même. Donc, ouais, je sais pas trop quoi penser de la forme actuelle de Mats Pedersen. Évidemment, on se souvient que l'an dernier, il a gagné Gand-Wevelgem. Là, pour le 3, ça sera peut-être un peu trop dur pour lui, mais on verra si c'est lui le leader ou si c'est Jasper Stuyven qui a fait deuxième l'an dernier. Stuyven qui était dans le groupe pour jouer la deuxième place, il me semble, sur Milan-San Remo. Euh, ouais, Stuyven, c'est peut-être un profil qui est un peu plus adapté à l'E3. À moins que ça soit Tom Skynes qui soit le vrai leader. Le problème de Tom Skynes, c'est qu'on l'a pas trop vu cette année. Il fait 12e d'Estrade Bianche, mais sinon sur les autres courses, on l'a pas trop vu. Mais lui, il est un peu plus chaud quand ça monte. Donc l'an dernier, il fait top 10 sur le 3. Je pense que ça peut encore jouer un top 10 cette année. Et puis quid du petit nouveau, Matthias Vacek, seulement 22 ans, qui a fait un très gros début de saison, mais ensuite il a abandonné sur l'Estrade Bianche. Je sais pas trop ce qui lui est arrivé. Là, il a un programme axé autour des Flandriennes. On verra s'il est capable d'y briller. Mais c'est une petite étoile montante pour la Lidl Trek qu'il faudra surveiller. Puis on parle très très rapidement des autres équipes. La Movistar qui sera autour a priori de Garcia Cortina. On verra s'il y a ou pas Ivan Romeo, mais ça sera intéressant à regarder. La Jayco qui sera avec Michael Matthews évidemment. Je pense que ça sera un peu trop dur pour lui. On l'attendra plutôt dimanche lui sur Gand-Wevelgem. La Lotto, on verra s'il y a Arnaud Delis. C'est pas encore certain. Donc Arnaud Delis qui est dans une forme aussi un peu mitigée ces derniers temps. Donc on verra s'il est aligné sur le 3 et on verra si il est capable de tenir assez longtemps, même si a priori ça serait plutôt Gand-Wevelgem qui serait une course adaptée à ses qualités. Et puis on va parler très rapidement quand même de la Tudor parce qu'il y a Julien Alaphilippe qui est aligné avec Matteo Trentin, Marco Haller. Marco Haller très très bel équipier. Julien donc qui s'essaye aussi encore un peu cette année aux Flandriennes. Bon après, je sais pas si c'est question d'invitation ou question de programme où il a encore envie de faire un peu de Flandrienne, mais il sera aligné sur le 3 pour préparer le Tour des Flandres. Et ensuite, il fera son petit bloc classique Amstel, Flèche Wallonne, Liège. Julien, qui était un peu décevant sur Milan-San Remo, quand même, faut le préciser. Ça m'a un peu embêté. Et j'ai vraiment l'impression que ça devient trop dur pour Julien de briller dans ses courses de ce niveau-là. On verra ce qu'il va donner sur cette E3. Il y a jamais brillé pour l'instant. On se souvient que sur le Tour des Flandres, il y avait cette terrible année 2020 où on pensait qu'il allait jouer la gagne et depuis, il a jamais été capable de la jouer. Donc on verra. Après, dans l'équipe Tudor, il a un rôle un peu différent de ce qu'il avait chez Quickstep, évidemment. Euh, Est-ce que ça sera lui ou Trentin le leader? Trentin qui lui a fait un très bon Milan-San Remo en revanche, qui finit à la 9e place. Euh, ouais, peut-être plutôt Trentin le leader hein, sur cette E3. Trentin, il avait déjà fait 2 fois top 10 sur cette course-là. Bon, c'était il y a un peu longtemps, mais ouais, je sais pas trop. Mais donc c'est pour ça que je dis que la meilleure carte française, c'est peut-être plutôt à la rigueur l'ami Valentin Madouas que Julien Alaphilippe. Il y aura aussi beaucoup de Français du côté de la Total Energy. On annonce pour l'instant Anthony Turgis, Alexis Brunel. Turgis, bon évidemment, c'est une course qui sur le papier lui convient très bien à Anthony Turgis, mais
C'est un coureur qui a beaucoup de malchance, qui est pas trop en forme cette année. Donc on verra s'il est capable de briller, Anthony. Et puis je parle d'Alexis Brunel quand même parce qu'il a gagné sur le Grand Prix Jean-Pierre Montserrat. On verra. C'est son retour à la compétition. On verra s'il est capable de briller. Moi, je pensais peut-être plutôt sur Paris-Roubaix que lui a ses chances, mais voilà, il sera présent. Donc pour le 3, j'en ai parlé finalement assez longuement. Ça sera très clairement un duel entre la Visma et puis Mathieu Van Der Poel. Avantage assez net quand même, je pense, pour Mathieu Van Der Poel. Mais peut-être qu'il faudra faire jouer le nombre du côté de la Visma. Envoyer Jorgensen en éclaireur et voir si Van Der Poel essaye de le suivre ou si il se colle à la route Van Aert, sachant que l'Alpecin a une équipe un peu en dessous de la Visma, donc peut-être qu'ils n'auront pas des équipiers pour rouler très longtemps. Et puis quand même en arbitre, quand même, cette équipe Lidl Trek, je pense, hein, qui sera à surveiller. Avec ensuite quelques autres mecs à droite à gauche. J'en parlais des Kung, des Ghana, des Tarling, des Wellens. Donc ça sera vraiment une course super cool à suivre. Et le dimanche, il y aura Gand-Wevelgem. Donc la deuxième course de cette semaine. Je pense qu'on va aller un peu plus vite sur l'analyse. Donc Gand-Wevelgem, déjà, qu'est-ce que c'est? C'est une course de 250 km entre Ypres et puis Wevelgem. Donc ça porte pas très bien son nom, mais tant pis. Moi, c'est une course qui m'est vraiment très chère parce que je suis originaire de Lille et ça passe vraiment juste à côté. Et Gand-Wevelgem, c'est quand même une course qui est très intéressante en termes de profil parce que elle est ouverte à plusieurs scénarios. Autant le 3, on sait que c'est à peu près le plus fort sur les pavés qui devrait gagner. Autant Gand-Wevelgem, c'est 150 km d'ennui au début sur du plat où il se passe rien. Ensuite des petits monts. Et puis ensuite, il y a trois passages sur le Kemmelberg. Donc le Kemmelberg est autrement appelé le Mont Kemmel. Donc c'est un mont dans les Flandres, pas très loin de Lille, en Belgique. Euh, on y passe trois fois. Il y a aussi un petit secteur pavé qui est emprunté à un moment. Donc ça, c'est entre les kilomètres 150 et puis 220, on va dire. Et ensuite, il y a 30, 40 bornes de plat pour aller jusqu'à Wevelgem, où se joue l'arrivée. Donc là, c'est vraiment tout plat. Et donc ça permet plusieurs scénarios. Soit on a des hommes qui sont assez forts pour s'isoler sur les pentes du Kemmelberg et ensuite de résister et jouer la victoire ensemble. Soit les équipiers de sprinters font le taf et ça revient et ça se joue au sprint. Évidemment, vous préférez quand ça se joue pour les mecs les plus forts qui sortent dans le Kemmelberg, mais bon, parfois c'est les sprinters qui gagnent. C'est aussi ça qui rajoute un peu de sel sur cette course-là. Et donc le Kemmelberg, on le gravit trois fois dans ce parcours-là. Deux fois par le versant dit du Belvédère et une fois par le versant dit de l'ossuaire. Alors le Kemmelberg, c'est très très court. C'est, je pense, à peu près 500 mètres d'ascension à chaque fois, mais avec des pentes sur du pavé qui atteignent quasiment 20%. C'est encore plus court par le versant de l'ossuaire, donc le dernier qui est emprunté, où c'est vraiment juste une ligne droite de, je sais pas, 300 mètres entre 15 et 20% de pente sur des pavés. Là, c'est vraiment terrible. Normalement, il devrait faire du soleil ce jour-là, mais si jamais il pleut, ça rend la chose encore plus difficile. Les chemins d'accès qui permettent d'aller sur les pentes du Kemmelberg sont assez étroits, donc c'est souvent un sprint pour se placer en bas du Kemmel, et ensuite après c'est sauf qui peut jusqu'au sommet. Donc c'est vraiment en plus vu qu'on y passe trois fois, c'est là que tous les supporters se massent, donc il y a une ambiance de folie dans le Kemmelberg, et c'est toujours là que se fait la décision pour Gand-Wevelgem. C'est-à-dire soit on a des mecs assez forts qui arrivent à s'isoler et à gagner, soit on a pas de mecs assez forts pour s'isoler et puis ça finit au sprint. Et après, il y a toujours un aspect très tactique dans Grand Wevelgem, que ce soit entre les différents passages du Kemmelberg ou à la fin pour rejoindre Wevelgem. Donc c'est une course que j'aime beaucoup. Et puis 250 km, ça fait une belle distance qui prépare au monument qui arrive. Si on regarde rapidement les scénarios des années précédentes, euh, tout d'abord, je vais commencer par 2023. 2023, c'était un duo qui s'était joué la victoire, un duo de la Bismal The Bike, qui avait écrasé tout le monde dans les pentes du Kemmelberg. Donc c'était Van Aert et puis Christophe Laporte. Et Van Aert avait laissé la victoire à Christophe Laporte ce jour-là. Donc c'était une superbe image. Et en 2024, c'était une course de folie, une des courses les plus intéressantes de l'année. Euh, on avait eu la Lidl Trek qui avait mis le feu au parcours. D'abord avec des attaques de Jonathan Milan, si je dis pas de conneries. Donc ça avait quand même de l'allure. Jonathan Milan qui attaque, c'était vraiment le moment où on s'est rendu compte que c'était un gros coureur, pas qu'un sprinter. Et ensuite, il y avait un groupe de contre avec Van Der Poel qui était fliqué
Jasper Stuyven et puis Mats Pedersen. Malheureusement, Stuyven avait crevé ce jour-là. Et on avait quelques autres coureurs avec, je sais plus exactement qui était. Il y avait Laurens Pitty de la FDJ qui avait tenu super longtemps. Et un autre coureur, peut-être Tim Wellens, je veux pas dire de bêtises. Mais c'était un scénario de course assez épique. Finalement, on avait eu un trio qui s'était échappé sur l'avant-dernier passage du Kemmelberg avec Pedersen, Van Der Poel et puis Laurens Pitty. Donc ça, c'était quand même assez fou d'avoir Laurens Pitty avec eux. Et les Pitty avaient craqué, malheureusement, dans la dernière ascension du Kemmelberg, donc par l'Ossuaire, le versant le plus dur. Et puis nos deux gaziers de devant, Van Der Poel et Pedersen, avaient réussi à s'entendre sur les 40 derniers kilomètres de plat pour gagner, au nez à la barbe des sprinters qui revenaient derrière. Donc ça, c'était un petit sentiment assez jouissif. Et est-ce que ça sera pareil cette année? Bah, j'ai peur que non. Alors le problème, c'est que cette année, vu qu'il n'y a pas Pogacar, qui vient de s'enlever de la liste de départ, qu'il n'y a pas Mathieu Van Der Poel, qu'il n'y a pas Wout Van Aert a priori, ça fait qu'on a beaucoup moins de protagonistes qui sont enclins, on va dire, à faire des attaques de loin. Ce qui fait que ça me fait un peu peur pour le scénario de la course. Pour ce Grand VV Game, j'ai peur que les sprinters gagnent. Ceci dit, il y a un élément qui est important à prendre en compte, ça sera le vent. Là, on annonce 10-15 degrés, soleil nuageux, pas de pluie en tout cas, ce dimanche. Bon, après, c'est des choses qui peuvent évoluer. Je vous dis ça, on fait un point météo le mercredi. La course, c'est ce dimanche. Et on a un vent avec des rafales a priori assez fortes quand même qui devraient souffler d'ouest vers l'est. Ce qui est un élément important parce que, étant donné qu'on tourne autour du Kemmelberg dans la première partie du parcours, le vent change, etc. Parfois on a vent de face, parfois vent de côté, parfois vent de dos. En revanche, sur la fin, on rejoint un VVLGAM. Donc là, je vous disais, c'est ces 40 bornes. Au début, on a un passage qui est plutôt nord-sud. Donc là, ça veut dire qu'on aura du vent de côté. Donc on va dire entre le kilomètre 40 et 25 de l'arrivée, on aura vent de côté. Donc possibilité de faire des bordures. Donc si jamais il n'y a pas eu de décision dans les pentes du Mont Kemmel, peut-être que là, il y a des bordures qui peuvent être tentées. Et ensuite, les 20-25 derniers kilomètres, je dirais, ça devrait être du vent de dos, avec des rafales qui pourraient atteindre 30-40 km/h. Donc ça peut être intéressant pour un groupe d'échappés à ce moment-là, de profiter de ce vent de dos. Donc déjà, il n'y a pas un vent de face qui favoriserait les sprinters, et on peut potentiellement avoir même des bordures. Donc ça sera un élément qui sera peut-être à surveiller, au moins autant que le profil, sur cette édition-ci de Gand VVL Game. En termes de start list, on va se pencher d'abord sur la Lidl Trek, évidemment, du vainqueur sortant Mats Pedersen, qui ressera là aussi. Et il y aura aussi encore Jasper Stuyven et Jonathan Milan. Matthias Vacek sera là aussi. Donc là, qu'est-ce qu'on va jouer comme carte? Je pense qu'on a vu que cette année, Milan était plus rapide au sprint que Pedersen. Donc à n'en pas douter, si on joue pour un sprint, ça devrait être plutôt pour Jonathan Milan. Mais je pense qu'avec la force de frappe qu'on a, Mats Pedersen, Stuyven, il y a moyen qu'ils tentent une petite stratégie agressive au début. Et au cas où, ils se rabattraient sur un sprint avec Milan, mais ils ont plusieurs possibilités, donc je pense que ce sera vraiment eux qui pourront déterminer le scénario de la course, la Lidl Trek. Je pense aussi que Pedersen, c'est un homme qui a déjà gagné Grand Wevelgem, qui est intéressé par une victoire, mais qui aimerait surtout gagner sur les monuments à nouveau. Et donc, ça m'étonnerait pas que Pedersen fasse beaucoup d'efforts en vue du Tour des Flandres. Donc, j'imagine, j'espère, une stratégie dans laquelle la Lidl Trek fait attaquer Pedersen, fait attaquer Stuyven, et puis garde Milan au chaud au cas où. Mais ça pourrait être une des équipes qui mettrait le feu sur cette course-là. Un autre coureur qui peut mettre aussi un peu d'animation, évidemment, c'est Tim Wellens pour la UAE. Après la UAE, aura aussi Molano. Donc ils peuvent aussi jouer la carte du sprint. Ceci dit, on sait que Molano il sera battu au sprint, hein, parce qu'il y a des coureurs comme Philipsen, pour pas vous spoiler, comme Tim Merlier. Donc on peut jouer aussi le sprint côté UAE, mais je pense qu'on va aussi tenter d'attaquer avec Tim Wellens. Donc Tim Wellens qui peut aussi mettre le Bins, le bazar dans les pentes du Kemmel. Ça c'est cool. Parce qu'en face, il y aura des grosses équipes de sprinters. Et je pense notamment à la Alpecin et à la Soudal, qui risquent d'être assez relous dans le scénario. La Alpecin qui vient autour de Jasper Philipsen. Philipsen, il aura pas trop de mal à monter vite le Kemmelberg. Pas aussi vite peut-être que ceux qui attaqueront, mais il devrait être pas très loin au sommet. Si c'est pareil pour ses équipiers, ça peut vite mener une chasse et au sprint, on est à peu près sûr que Philipsen fait un ou deux. Un ou deux parce que l'autre, ça serait peut-être Tim Merlier. Tim Merlier qui sera là pour la Soudal. Je pense que la Soudal et la Alpecin auront des stratégies très proches. Et donc Tim Merlier
Pareil, il peut vraiment prétendre à gagner au sprint. Je pense que les 2 favoris de cette édition, non, je dirais, il doit y avoir 3 ou 4 favoris, Philipsen, Merlier et ensuite Milan et peut-être Pedersen pour faire le quatrième. Mais je pense que c'est là les 3 gros favoris de cette édition-ci de Gand-Wevelgem. À noter aussi que dans la Soudal, il y aura Paul Magnier. Bon, évidemment, je pense qu'il aura pas sa carte, mais ça sera intéressant de voir s'il arrive à s'accrocher avec les meilleurs. Et si jamais il y a un problème avec Tim Merlier, on verra comment la Soudal devrait s'organiser et voir s'ils envisagent de mettre Paul Magnier en leader. Pour les équipes de sprinters, ça continue. Intermarché ou Anti-Gobert, évidemment. Il y a des mecs comme Lorenz Rex qui pourraient attaquer, mais ça sera tout pour Binyam Girmay, je pense. Girmay, il a déjà gagné, ça sera parmi les sprinters celui qui passera le mieux le Kemmelberg. Donc très grosse carte aussi, Binyam Girmay. En termes de sprinter, on aura aussi du côté de la Visma Leasebike, Olaf Koy. Olaf Koy, ça peut passer. On a Tige Bennett dans l'équipe, Dylan Van Barle. On verra si on décide de la jouer agressif ou si on décide de tout faire pour Olaf Koy. Je pense que ça dépendra des états de forme de chacun. Mais donc voilà, Olaf Koy, très très grosse pente de vitesse aussi. Du côté de la Bahrain Victorious, pardon, on aura Mohoric, mais je pense qu'on jouera peut-être plutôt la carte Phil Baos pour le sprint. Donc un mec qui va vite. Arkea, qui va jouer autour de Arnaud Desmar, qui aura pas trop d'autres cartes. Donc eux qui vont essayer aussi de favoriser pardon, le destin d'un sprinter. Du côté de la Cofidis, Milan Fretin. Ils ont pas trop de mecs pour attaquer. Movistar, ça sera Gaviria qui sera le leader. Donc pareil, on va jouer le sprint. Groupama, on a ramené Paul Pénoët, donc ça devrait être lui qui devrait jouer la gagne. Red Bull Bora, il y aura Laurens Pitty, évidemment, les frères Van Dyke. Donc peut-être pour accompagner des coups, mais je suis pas sûr qu'ils attaquent. Il y aura Jordi Meus pour faire le sprint si jamais. Michael Matthews pour la Jayco. Même du côté de la Decathlon, on vient de rajouter Sam Bennett sur la liste de départ. Donc on a beaucoup d'équipes qui vont jouer le sprint. Arnaud Delis, qui est annoncé pour l'instant chez la Lotto. Très grosse carte aussi, on verra son état de forme, mais ça devrait jouer le sprint. Bref, j'ai très peur que on ait beaucoup d'équipes qui favorisent le destin d'un sprint. Même, je sais pas, la Uno X pour Alexander Christophe. Donc, je vois pas trop de candidats à des attaques, à part la Lidl Trek. Et il n'y a pas tant d'équipes qui devraient s'intéresser à un scénario d'attaquant. Donc j'ai très peur qu'on parte sur un scénario où ça arrange tout le monde qu'on se dispute ça au sprint. Sprint avec écrémage quand même dans les pentes du Mont Kemmel, mais voilà quoi, je suis pas trop rassuré sur le scénario de la course. J'ai très peur qu'on n'ait pas une course aussi intéressante que l'an dernier. Tâche aux coureurs de me donner tort et de me prouver que le contraire et que des attaquants peuvent gagner sur cette édition-ci de Gand-Wevelgem. Donc vraiment, je pense que l'élément qui devrait être assez déterminant, ça sera le vent. Et ça sera une chose qui sera surveillée pour cette édition-ci de Gand-Wevelgem. Donc voilà, finalement j'ai parlé quand même assez longtemps. Profitez de ces courses, de l'E3 ce vendredi. Là c'est télétravail obligatoire, hein, télétravail ou congé pour regarder la course en direct. Parce que là c'est sûr qu'on aura des attaques. Et puis dimanche, on espère un beau scénario sur les pentes du Mont Kemmel avec pas un sprint massif, ou alors si jamais il y a sprint massif, qu'on a un peu de suspense avant, avec des attaquants qui essayent de nous ménager tout ça. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine. Salut!